Habilways. Bonjour à tous. EFE organise le 24 et 25 janvier 2017 à Paris sa 24e édition du Panorama fiscal qui sera marquée encore cette année par la présence des membres du Conseil d'État, de la Cour de cassation et des praticiens de renom. Parmi nous aujourd'hui, Maître Julien Sayac qui nous parlera de fiscalité internationale. Bonjour Maître. Bonjour Boris. L'année 2016 a été indéniablement marquée par le projet BEPS qui a eu une importance au niveau international mais aussi qui a vu ses applications par la France et par l'Union européenne. Qu'est-ce qu'on doit retenir finalement de cette année et qu'est-ce qui va nous attendre en 2017? Oui, ce qui est frappant, c'est qu'effectivement le projet BEPS a été mené à toute allure par l'OCDE dans un contexte politique qui était très marqué sur la lutte contre l'optimisation fiscale et l'évasion fiscale. Et on en a vu ses premières applications en France. La France a clairement été le bon élève de la classe avec l'introduction de clauses anti-abus dès la fin de l'année dernière, notamment en matière de dividendes et notamment l'introduction du country by country reporting. On en reparlera sans doute. Ce qui est certain, c'est que le projet BEPS a eu des effets effectivement en droit interne, mais pas seulement, aussi en matière de convention fiscale et en matière de directives. Alors, à cet égard, les deux faits marquants les plus récents sont l'introduction de la directive ATAD, donc en bon français Anti-Tax Avoidance Directive, et également la proposition, la relance de la directive ACCIS. Alors, sur la directive ATAD, effectivement, c'est une traduction immédiate des propositions BEPS, puisque nous avons des mesures anti-abus en matière d'hybride, en matière de sociétés qui bénéficient d'un régime fiscal privilégié, et nous avons également l'introduction d'une clause anti-abus générale. Alors ATAD, c'est intéressant parce que c'est un changement de paradigme. En fait, jusque-là, les directives proposaient aux États un certain nombre de règles, mais permettaient aux États d'appliquer des règles plus favorables. Un exemple, la directive mère-fille prévoit une exonération des dividendes à partir d'un seuil de 10%. La France, elle, avait prévu d'appliquer un seuil d'exonération à partir de 5%. Donc c'était plus favorable et la directive le permettait. ATAD a cette particularité qu'elle introduit un seuil minimum d'exigence que tous les États vont devoir respecter en matière de lutte contre l'optimisation et contre l'évasion fiscale. Voilà. Autre point intéressant peut-être, c'est la relance de l'ACCIS. Alors l'ACCIS, c'est l'assiette consolidée commune pour l'impôt sur les sociétés au sein de l'Union européenne afin de tenter de mieux répartir l'imposition entre les différents États européens. Alors l'ACCIS, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un projet qui date de 2001. Alors moi je dis que c'est 2001 l'odyssée de l'ACCIS, puisque on est 15 ans plus tard, enfin on a une proposition qui va peut-être voir le jour, avec une méthode en 2 temps cette fois-ci, puisque les dernières fois, ça s'est heurté à des oppositions politiques parce que le projet était trop ambitieux. Donc aujourd'hui, la Commission a choisi d'agir en 2 temps. Premièrement, harmoniser les bases fiscales, c'est-à-dire que tous les États retiennent peu ou prou la même définition de l'assiette fiscale en matière d'impôt sur les sociétés. Et dans un deuxième temps, si on y arrive, cette méthode de répartition des impôts entre les pays européens en fonction des effectifs, du chiffre d'affaires et des actifs corporels. Et là, donc, toute la question, c'est quel avenir pour ce projet ACCIS au niveau européen. Parfait. Au niveau européen aussi, donc, comme vous le dites, la directive ATAD, qui va créer une clause anti-abus générale, qui va se rajouter finalement aux autres clauses anti-abus plus spécifiques du régime mère-fille et de la directive fusion, mais aussi, nous, en tant que contribuables français, à notre procédure d'abus de droit. Quelle l'articulation et surtout, pourquoi instaurer une clause anti-abus générale quand on a un arsenal finalement
assez conséquent. C'est vrai qu'on voit une véritable prolifération des clauses anti-abus. Donc on avait notre abus de droit qu'on maîtrisait bien. Maintenant, on va avoir une clause anti-abus en provenance effectivement de l'Europe, de la directive ATAD. Et on a un certain nombre de clauses anti-abus qui sont désormais introduites dans les conventions fiscales récemment signées par la France, comme par exemple celle avec la Colombie ou celle avec Singapour. Alors effectivement, la question c'est comment on articule tout ça, quelle sécurité juridique pour le contribuable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux grands types de clauses. Hein. Il y a et donc deux grands courants de pensée dans les clauses anti-abus. Vous avez les garistes et les lobbyistes. Alors, qu'est-ce que veulent dire ces mots barbares? Le gariste, c'est toujours en parlant anglais, c'est la General Anti-Avoidance Rule. Donc, c'est une clause anti-abus subjective, c'est-à-dire qu'on va regarder vos motivations et selon vos motivations, on va déterminer si vous avez effectivement eu un comportement abusif d'optimisation fiscale. Lobbyiste, c'est un principe qui vient des États-Unis, qui est la clause LOB pour Limitation on Benefits. Donc, c'est une approche un peu différente. On va regarder objectivement votre situation et on va déterminer en fonction de votre situation objective, par exemple, qui sont vos actionnaires, si vous avez droit ou pas aux bénéfices de la convention. Alors, pour fermer cette parenthèse, je vais vous dire que la France est résolument gariste. Donc, on a une approche subjective de la question de l'abus. Pour revenir à votre question, effectivement, l'abus de droit qu'on connaissait bien, on sait qu'il nécessite pour l'administration de prouver l'objectif exclusivement fiscal de la transaction. Donc, il y a une obligation en matière de preuve pour l'administration fiscale qui est assez exigeante et qui est encadrée par toute une procédure, le comité de l'abus de droit, etc. Elle se traduit, cette procédure, par la possibilité, comme vous le savez, d'appliquer des pénalités très importantes, jusqu'à 80%. Dans les nouvelles clauses anti-abus qui ont été introduites, que ce soit dans les conventions ou par la directive ATAD, on est sur une approche un peu différente puisque ce n'est pas le but exclusif qui est visé, mais le but principalement fiscal. Donc on voit qu'on est descendu d'un degré. Donc des opérations pourront potentiellement être attaquées pour leur but principalement fiscal. Et on voit bien que finalement l'administration aura un peu le choix des armes, soit l'abus de droit, soit la clause anti-abus générale. En contrepartie, évidemment, la pénalité de 80% ne pourra vraisemblablement pas s'appliquer dans le cadre de la clause anti-abus générale. D'accord, très bien. Encore une autre question. Cette année 2016 a été aussi marquée par plusieurs autres choses, décidément, l'année était riche. Quelles vont être, ou quelles ont été plutôt les autres évolutions notables de cette année? Bon, il y a eu cette année encore son lot de scandales fiscaux. Hein, donc on avait eu les LuxLeaks, cette année on a eu les Panama Papers. Et dans cet environnement, en fait, on s'aperçoit qu'il y a une exigence accrue vers la transparence. Donc ça se traduit pour les personnes physiques par les possibilités d'échange de renseignements tous azimuts maintenant sur les comptes bancaires. Mais pour les entreprises, ça se traduit également par l'introduction des obligations déclaratives en matière de prix de transfert, donc ce qu'on appelle communément le CBCR, sachant qu'on a, nous, introduit en France le CBCR fiscal, hein, c'est-à-dire qui oblige les entreprises à transmettre à l'administration un certain nombre d'informations sur leurs activités de par le monde, mais que là est en train en ce moment d'être discuté à l'Assemblée nationale l'introduction d'un CBCR qu'on dit public, c'est-à-dire que les entreprises, alors au-dessus d'un certain seuil, on vise aujourd'hui les grosses entreprises, celles qui font plus de 750 millions de chiffre d'affaires, mais néanmoins, seraient tenues à transmettre ces informations au public. D'accord ? L'amendement, il a été voté et il fait aujourd'hui l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel. Donc, il y a cette exigence en matière de transparence qui va probablement se renforcer et encore faire couler pas mal d'encre.
On en a encore pour 2017 en tout cas. Justement, on parlait de l'Assemblée nationale. Actualité brûlante, la définition de l'établissement stable qui est en train de discuter. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Écoutez, alors là, on verra effectivement l'avenir de cet amendement, puisque c'est un amendement qui n'est pas à l'origine proposé par le gouvernement, mais il a été adopté en commission des finances. Donc, voilà, il est quand même au début du processus, mais enfin, il a été adopté. Et c'est un amendement qui revoit complètement la définition de l'établissement stable, donc qui fait aussi suite effectivement aussi aux travaux BEPS. Hein, tous les sujets sont liés en fait, exactement. Cet amendement permet d'attraire en France de l'impôt sur des activités pratiquées par des grands groupes de type Google, Amazon, Airbnb. Donc c'est un changement là aussi très important de logique sur l'exemple de ce qu'ont fait les Anglais avec la Diverted Profit Tax qui ont pour objet d'effectivement d'essayer de ramener en France de la base imposable alors qu'aujourd'hui la définition un peu stricte de l'établissement stable ne le permet pas. Alors évidemment, cette clause, si elle est adoptée, ne s'appliquera que sous réserve des conventions internationales. Et donc c'est là où effectivement l'effet de balancier entre la modification des conventions internationales sous l'effet BEPS et le droit interne qui lui aussi évolue. Et finalement, pour finir, parce que l'actualité 2016 n'a pas forcément été que fiscale non plus, même s'il y aura un impact bien évidemment, on ne peut pas ignorer le Brexit, l'élection de Donald Trump. Quelles vont être les conséquences au point de vue européen sur le Brexit et au niveau mondial sur l'élection de Donald Trump, notamment sur l'adoption de BEPS et sur les conséquences que ça aura sur le reste du monde? Oui, bien évidemment, deux événements majeurs de 2016. Alors, il est peut-être encore un peu tôt pour anticiper, hein, restons modestes. Néanmoins, l'élection de Trump, effectivement, crée des incertitudes sur le projet BEPS, indéniablement. Est-ce que ça va casser la dynamique? Il est certain que la priorité de M. Trump n'est peut-être pas de lutter contre l'optimisation fiscale internationale. Est-ce que le projet BEPS a un avenir si les Américains font marche arrière ou stoppent de leur côté le processus? C'est toute la question. Est-ce qu'on peut appliquer le projet BEPS en dehors des Américains? J'ai envie de dire, c'est un petit peu comme l'accord sur le climat. Et en ce qui concerne le Brexit, évidemment, là aussi, hein, finalement, on sait qu'on a cette période de 2 ans pendant laquelle les Anglais seront toujours là, mais on voit la directive ATAD, on voit la directive AXIS. Probablement que ces directives seront adoptées, même si les Anglais n'en font pas partie. Néanmoins, voilà, est-ce qu'on peut lutter contre l'optimisation fiscale en Europe avec juste à côté de nous l'Angleterre qui pourrait éventuellement fonder sa croissance sur une approche d'attractivité, notamment fiscale? Là, il y a des vraies questions qui vont se poser. Et puis l'AXIS, effectivement, l'AXIS sans les Anglais perd un État important au niveau européen. Bon. Merci Maître pour ces développements. Je vous en prie. La suite, bien évidemment, ce sera au Panorama Fiscal qui aura lieu le 24 et 25 janvier 2017. Au plaisir de vous y retrouver. Je vous souhaite une agréable journée. Abiloaise.